Aujourd'hui, je vous parle du tableau qui est derrière moi, qui est un tableau qui parle de la quête de sens. C'est un de mes tableaux préférés. Il s'appelle Le Sacré. Comme vous pouvez le voir, c'est un grand tableau. Il fait 1 mètre par 1 mètre, peint sur une grande toile de coton tendu, tout à la peinture à l'huile. C'est une grande toile jaune, il faut vraiment regarder le fond en premier, que j'appelle la trame. La trame, c'est la somme des fils enchevêtrés formés par les identités individuelles qui construisent ensemble la conscience collective. C'est ma mythologie à moi avec ce que j'ai pu reconstruire de mes lectures. Donc en gros, c'est comme si chacun d'entre nous était relié à une sorte de tapisserie géante dont nous serions chacun un des fils et qu'ensemble on forme le grand motif. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de trame, c'est que c'est un motif mouvant, puisqu'avec nos expériences, avec nos réactions, avec nos changements, avec nos vies, chaque fil peut bouger sur la trame et du coup le motif peut changer à tout moment. C'est vraiment une métaphore de comment je vois la vie et notre but d'incarnation. Je pense vraiment qu'on est venu pour alimenter la conscience collective de nos expériences et que c'est pour ça que l'être humain ne fait que évoluer à travers les âges, alors en bien, en mauvais, en ce qu'on veut, mais en tout cas ça évolue. Et ce qui est intéressant, c'est que pour tous ceux qui croient aux lectures de passé, de présent et d'avenir, moi je me positionne plutôt dans ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'avenir figé et qu'on a un libre arbitre, et donc que chaque fil a sa propre vie, son propre chemin, et que du coup la trame va changer tout le temps. C'est pour ça qu'elle n'est pas uniforme, cette trace, que vous voyez qu'il y a des espèces d'ombre, de lumière, de choses différentes. C'est pas un jaune uniforme, c'est un jaune nuancé, c'est un jaune en mouvement, pardon. Et l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose de scintillant. Du coup, cette trame, si on revient sur l'idée que c'est une conscience collective, ça veut dire qu'on peut aussi parler d'intelligence collective. Donc c'est vrai que je crois au fait que nous sommes tous reliés et que nous interagissons tous les uns sur les autres. Je crois beaucoup au concept de cultiver son jardin. Ça veut dire que si chaque petit fil de la trame fait en sorte d'être heureux et d'aller bien et de faire le bien autour de soi, et ben forcément tous les petits fils autour vont changer et la trame petit à petit va avoir un motif qui peut changer et qui peut aller bien. Et je crois qu'on est donc tous reliés à cette conscience collective qui est reliée à nous. Il y a des gens qui appellent ça Dieu. D'ailleurs ce tableau au départ je l'avais appelé Dieu et moi. Je préfère l'appeler le sacré parce que c'est ça qui fait que notre vie est sacrée. L'homme a quand même cette forme de conscience qui lui permet de réfléchir et qui lui permet de changer sa direction au cours du temps. Du coup, ma trame, elle est peinte nuancée. Parce que pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre. Donc pour que ça scintille et que ça bouge, il faut qu'il y ait les deux. Et c'est ça, l'expérience de l'individualisation. C'est le fait de sortir de la trame collective pour devenir un être humain individualisé. C'est là qu'intervient le motif. Les motifs, donc, ce sont des croix. On a l'impression, vu d'ici, en tout cas, ce sont des croisements entre des forces horizontales et des forces verticales. Je me suis appuyée dessus sur un texte de Bergson, ce qui décrivait en fait un peu la vie comme un croisement, une rencontre des énergies. Et j'aime bien cette idée. Et après, on y met ce qu'on veut en énergie verticale et horizontale. On peut mettre l'énergie qui relie le ciel et la terre. On peut mettre l'énergie qui relie les gens entre eux. Dans tous les cas, le fait d'avoir un croisement et une rencontre d'énergie crée l'individu. Et donc on serait tous le fruit et d'un hasard et d'une volonté, mais en tout cas le fruit d'un croisement. C'est pour ça que vous avez certaines croix comme celle-ci par exemple, où il y a un raté en fait. Les énergies se sont croisées mais ne se sont pas rencontrées, il n'y a pas eu d'individualisation. Donc il n'y a pas de petite croix qui sort de la trame, qui se démarque en premier plan de la trame, elle est restée dans la conscience collective. Si on zoome du coup sur ce motif, donc vous avez compris, chaque motif représente en fait un être humain, en tout cas un individu, une incarnation à partir de la conscience collective en quelque chose d'autre, qui est toujours relié mais qui devient un. Et chez moi, les couleurs ont une importance et ont un code, et j'ai mis les 3 couleurs que j'aime énormément dans ces individus, le bleu pour la sécurité, le orange pour l'amour et le jaune pour la tendresse, et ça représente les besoins affectifs fondamentaux d'un être humain qu'on doit avoir depuis qu'on est tout petit, qui sont tout aussi importants que les besoins fondamentaux physiques. On voit bien que chaque motif, chaque croix est différente puisque chacun a
son propre mélange, sa propre façon d'être, et même si de loin elles se ressemblent toutes, de près elles sont toutes différentes. Et le blanc chez moi, c'est toujours les ailes, c'est toujours les anges, c'est parce que chaque individu est appelé à être un ange. Ange, à proprement parler, ça veut dire messager du ciel, donc c'est ceux qui sont reliés à l'invisible ou à l'au-delà et qui ont des messages à porter dans le monde réel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque motif, chaque individualité est profondément brillante et unique. Je les ai répartis de manière ordonnée, comme sur une trame à motif géométrique, parce que je pense que les motifs se répètent, les patterns de vie et familiaux et sociétaux se répètent. On peut les faire bouger, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on arrive au monde. On arrive dans un endroit qui est normé, avec des patterns, avec des règles auxquelles on se conforme dans un premier lieu, quand on grandit, avant de s'individualiser. Elles sont proches, toutes ces âmes, mais elles sont quand même séparées. Parce qu'en fait, on n'est pas fusionnés avec les autres. On a chacun notre espace et cet espace-là est respecté. C'est ça qui fait qu'on devient un, nous-mêmes, même si on est relié aux autres, par le fond, par la trame. Ce qui m'amuse dans ce tableau, c'est le mouvement qu'on ne détecte pas immédiatement, puisqu'au départ, on se fiche vraiment sur des croix posées sur un fond jaune. Mais en fait, si on prend un peu de recul, moi, ce que je vois, c'est des oiseaux. C'est comme si on voyait des oiseaux vus du dessus, vus du ciel, qui volent au-dessus de ce que vous voulez, un champ de blé, un champ de tournesol, un champ de colza, mais qui en tout cas sont en mouvement. Le mouvement, il va vers le haut, ou vers l'avant, si on regarde vraiment les choses de haut. Et j'aime bien cette histoire que ce tableau, en fait, c'est des âmes qui à nouveau deviennent des oiseaux, qui ensemble avancent et volent et migrent ensemble vers autre chose, vers un monde meilleur, j'espère. Pour ce qui est des inspirations et des codes que j'ai cachés dedans, il y en a bien sûr beaucoup. Il y a les inspirations des grandes tapisseries, avec les histoires de fils et de trames enchevêtrées. Il y a bien sûr une référence chrétienne, avec les croix et la croix du Christ. Il y a d'ailleurs 12 apôtres et une croix centrale, ici. Mais c'est pas du tout un tableau catholique, parce que j'ai agencé les croix comme des motifs chamaniques. Et ça reprend vraiment ces tissus-là, si vous allez voir un petit peu l'art amérindien, ça s'inspire vraiment beaucoup de ça. Et le message, c'est que moi, le sacré, j'y crois. Après, les religions, elles en font ce qu'elles en veulent et elles sont toutes pareilles. Et on est tous pareils, on est tous humains. Pour encadrer ce tableau, on a choisi un bois un peu spécial. C'est super sympa, c'est un ancien banc d'église. Ça collait quand même vraiment bien avec le thème, qui avait été récupéré lors des réflexions. Du coup, on a découpé des grandes bandes qui pouvaient encadrer ce carré de 1 mètre sur 1 mètre. On ne les a même pas polis, ni poncés, ni brossés, juste laissés tels quels, avec le temps qui a fait son effet dessus, le passage des gens. Je trouvais que c'était un joli symbole et en vrai le résultat est surprenant et vraiment très joli. Ça fait presque comme des zébrures le long du tableau. Les veines du bois sont vraiment révélées de cette manière. Je le trouve super chouette. Vous l'aurez compris, ce tableau, il a une symbolique profonde et puissante avec plein de petites choses sur lesquelles on peut rebondir et discuter. C'est pas un tableau que j'ai créé en conscience, où chaque chose est pensée et mise là de manière très réfléchie. C'est un tableau qui s'est construit dans mon esprit inconscient et que j'ai presque accouché, si vous voulez, petit à petit. Je vous raconte un peu le processus créatif, parce que ça fait partie de l'histoire de ce tableau, et il faut que je vous explique aussi le service que m'a rendu ce grand tableau. Il y a plusieurs années, j'étais assise dans une église à Venise où j'admirais pour la énième fois un tableau de la Vierge Marie réalisé par le Titien, absolument sublime. Et comme toujours, quand je suis posée dans une église, dans ces silences incroyables, avec toutes ces peintures, ces sculptures, principalement en Italie où j'ai vraiment beaucoup voyagé, je me sens inspirée. Et ce jour-là, je cherchais un sens à ma vie. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, mais moi, depuis quelques années, je fais des pauses sur ce que je suis en train de vivre et je dézoome et je me dis, mais est-ce que ça me remplit? Est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que je vais au bon endroit pour moi? Et ce jour-là, c'était un de ces jours-là, de quête de sens. Et j'ai été que médecin à cette époque. Et je me suis dit, tiens, il me manque ce petit quelque chose. J'avais commencé à dessiner déjà, mais c'était plus
presque pour m'amuser et me remplir. J'avais pas du tout compris encore que je voulais devenir peintre professionnel. Et l'inspiration est venue d'un coup, je me suis dit mais quel est mon rêve? Et là, à ce moment-là, mon rêve c'était de peindre un grand tableau que je pourrais mettre dans une église ou ailleurs, mais c'est vrai que les églises ont été pour moi un grand lieu d'inspiration. Et c'est un tableau où chacun pourrait se reconnaître et se retrouver et qui pourrait inspirer les gens, soit à aller regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, soit à se tourner vers les autres, soit à se tourner vers le sacré, mais en tout cas un tableau qui pourrait à la fois procurer émerveillement, recueillement et ouverture. Alors c'était ambitieux quand même comme projet, mais je sais pas, j'ai eu un grand frisson dans tout le corps et je me suis dit ah ouais, c'est ça que j'aimerais faire et c'est pour ça que j'aimerais être peintre. Et je me suis remise à peindre en rentrant, puis comme toujours quand on revient de voyage, on repart dans le piège effréné de la machine à laver du quotidien, mais j'avais au fond de moi ce tableau qui était né. En fait, il existait déjà au moment où je l'ai désiré. C'est incroyable. Et petit à petit, je suis allée d'exposition en exposition, d'expérience en expérience. Et il y a des tas de choses qui sont accumulées dans une espèce de petite antichambre ou un petit four à couver, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et un jour, toc toc toc, le tableau a frappé à la porte de mon conscient. Et il m'a dit, je suis prêt, j'arrive. Et je le sentais, mais j'avais peur. J'avais vraiment peur de le laisser sortir, j'avais peur de me laisser aller. J'avais peur de lâcher prise parce que il y a un apprentissage à faire pour devenir artiste dans le lâcher-prise, surtout quand on vient d'un milieu aussi rigoureux et contrôlé que la médecine. Donc j'étais pas prête, alors j'ai continué à méditer, à avancer sur mon chemin d'affirmation de moi en tant qu'artiste et je me suis entourée de gens qui m'accompagnaient vraiment dans cette procédure-là, qui m'encourageaient. Et un jour, c'était après, je me rappelle, une exposition au Quai Branly sur les chamans à Paris, où il y avait notamment une excursion 3D proposée dans un voyage chamanique, comme si on avait pris la fameuse plante qui met en transe. Et clairement, c'était tellement bien fait, j'ai vécu une expérience tellement incroyable que en revenant, je me suis dit, mon Dieu, je suis prête, il faut que j'y aille. Et là, j'ai mis la toile sur le chevalet, elle m'attendait depuis un moment, je savais que je voulais faire ce grand tableau et je me suis perdue dans la peinture. Je peux pas, il n'y a pas d'autre mot. Je savais pas comment faire. Je savais juste que je voulais un grand tableau jaune et qu'il y aurait des croix, mais qu'il fallait pas que ce soit des croix trop à connotation chrétienne, pour pas être catalogué d'art religieux. Et j'ai peint toute la journée. Et à un moment, je suis sortie de transe, j'ai reculé, j'ai dit oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Mais comment j'ai pu faire ça? Et après, j'ai dormi pendant 2 jours. Alors vraiment, c'est une maïeutique pour ceux qui connaissent le terme. Et j'ai vite noté tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais à ce moment-là, parce que vraiment, ça s'approche de l'extase, hein, ce genre de création. Et en y revenant doucement et en le regardant, j'ai pas osé le regarder pendant longtemps, hein, mais en l'approchant et en le réapprivoisant, je me suis vraiment rendu compte que j'en ferais probablement jamais un comme ça. Qu'un processus et un tableau pareil, ça arrivait qu'une fois dans une vie. Et ça me procure un bonheur et une satisfaction de le regarder, parce que vraiment, c'est ce tableau-là qui a fait de moi un peintre. C'est là que je me suis dit, je suis arrivée là où je voulais aller. Maintenant, c'est que du plus, c'est que du bonus. Donc, quand on n'a plus rien à perdre ou à se prouver, la création, elle est beaucoup plus fluide. Voilà, c'était l'incroyable histoire de mon tableau jaune qui s'appelle Le Sacré et qui est l'entrée dans un de mes univers que j'appelle l'univers frontière, celui qui est entre le sacré et le réel, entre le rêve et la réalité. Et bientôt, je vous montrerai ces 2 petits frères, le rouge que j'appelle Survol et le bleu qui s'appelle Stelle, en hommage à Giotto sotto le stelle. Un super petit triptyque 1-1-1, plein de beauté et de signification. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour le tableau rouge et le tableau bleu qui vont avec.